Les animateurs des rencontres de l'atelier sont très heureux de vous accueillir. Ils sont tout autant aussi heureux, vous me pardonnerez si je dis même un peu plus heureux, d'accueillir Nathalie Théiot, la présidente nationale de la Ligue des droits de l'homme. J'ai lâché, chère Nathalie, si vous m'autorisez, j'ai lâché un mot, je crois, devant nos amis de la presse qui sont ici, que c'était un honneur pour nous. Ça visait moins, je suis franc avec vous, votre personne, mais quand même, mais ça visait la fonction et le rôle historique et présent, et nous l'espérons tous d'avenir, de la Ligue des droits de l'homme. Donc bravo d'être parmi nous. Je vous raconterai dans quelques minutes le périple qu'a fait Nathalie Théiot pour arriver à Montjuic. Mais ça, c'est classique. Dans le Far West, c'était moins long déjà, un petit peu moins. Je vais être extrêmement bref. Les animateurs de l'atelier ont tout de suite été frappés quand vous allez lancer votre initiative. Et maintenant, il faut transformer la société. Mesdames, Messieurs, tournez-vous. En commun, nous pouvons changer la société. Nous y avons vu, non pas un entremêlement entre l'atelier et la Ligue des droits de l'homme, c'est pas ça, mais nous y avons vu un encouragement pour continuer à mener ce combat qui consiste à dire oui, il faut revendiquer, oui, il faut se battre pour arracher. Mais le temps est venu, largement venu, de dire il faut transformer la société. D'autres diront, d'autres non, mais nous, ça nous a plu, la transformation de la société. Alors, je vais lui laisser la parole. Dans l'interview, tant pis s'il y en a qui pensent que je suis flatteur, dans le magnifique interview de ce jour, en page d'hier, en page départementale, vous dites, parmi vos deux objectifs que je me suis permis de retenir, faire barrage à l'extrême droite, et un peu plus loin, il faut aussi que nous redevenions des citoyens pour imposer aux partis politiques, et notamment les partis progressistes, de respecter les principes fondamentaux qui ont fondé la République française. Parce que si on abandonne cela, il n'y a plus de démocratie. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis très honorée d'inaugurer votre saison de rencontres. Merci à tous, merci à la section de Montluçon de la LDH aussi d'être présente. Ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a des personnes qui sont là, qui luttent et qui sont au cœur de l'endroit où il y a malheureusement l'extrême droite qui a progressé. Parce que c'est quand même notre gros combat, c'est le combat contre l'extrême droite, depuis le départ, puisque vous savez que la Ligue des droits de l'homme a été fondée du fait de l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire à la fois le combat contre l'antisémitisme, le racisme, mais aussi contre la raison d'État, 1898, et de ce fait, ça a été immédiatement contre l'extrême droite. Donc on ne fait que continuer notre combat qui du coup est devenu plus général, puisque nous savons que maintenant, il faut aussi lutter par exemple pour les droits économiques et sociaux, pour le droit à l'environnement, un environnement sain, propre et durable. C'est-à-dire que les droits, ça s'élargissent, mais à chaque fois, on voit que qui il y a pour entraver ces droits et ces libertés, l'extrême droite. Donc de toute façon, nous sommes dans ce combat-là. Et donc je suis contente aussi d'échanger avec vous parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait eu, aux dernières élections, le fait qu'il y ait eu une personne, un candidat qui n'a pas joué le jeu du Front républicain et qui du coup a permis l'élection d'un député d'extrême droite. Et c'est contre cela que nous nous étions élevés. On avait demandé, on avait lancé un appel à tous les candidats en disant surtout au deuxième tour, s'il y a quelqu'un qui arrive en troisième position, qu'il se désiste parce que sinon l'extrême droite va gagner. Ben voilà, c'est typique. Et donc là-dessus, on est vraiment... il faut qu'on dialogue, qu'on essaye de voir ce qu'on peut faire ensemble, parce que il ne suffit pas de dire qu'on est contre l'extrême droite, ça a été effectivement rappelé, il faut aussi se dire ce pourquoi nous luttons et qu'est-ce qu'on peut apporter. Donc là, il se trouve que nous avions anticipé cette progression de l'extrême droite, on n'est pas non plus des devins, ça se voyait, pour quiconque regarde un petit peu la politique, et nous avons, lors de notre dernier congrès au cours duquel j'ai été élue, donc c'est en mai dernier à Bordeaux, nous avons voté une résolution
qui était effectivement dirigé dans le combat contre l'extrême droite, contre les idées d'extrême droite, au-delà des candidats, hein, c'est contre les idées d'extrême droite. Et de ce fait, on avait identifié, on avait d'abord dressé un constat de la société pour essayer de voir comment on allait pouvoir lutter et quel allait être notre axe de travail. On pensait à ce moment-là qu'on aurait quand même du temps pour mettre en œuvre notre résolution, puisqu'on s'était dit, c'est les élections, c'est en 2027, c'est pas tout de suite. Et puis, ça a été tout de suite, ce qui veut dire que pour moi, ça a été... j'ai même pas eu le temps de prendre mes fonctions, que ça y est, on est dans la bataille, mais voilà, on y est allé. Et ça, c'est aussi la force d'une organisation que d'arriver à faire des choses tout de suite, alors qu'on n'est pas encore tout à fait prêt pour chausser les chaussons si on peut dire chaussons, parce que c'est quand même, ça fait mal d'être tout de suite présidente. Et donc, que disait notre résolution? Eh bien, nous avons identifié qu'il y avait bien 3 camps. 3 camps qui étaient à définir pour comprendre comment lutter, justement. Et le premier camp, c'est le camp, celui qui était au pouvoir, qui est toujours au pouvoir, c'est le camp néolibéral. Le camp néolibéral qui aboutit à ce que finalement ils dressent les uns contre les autres, puisque c'est la concurrence, hein, c'est l'individualisme, c'est la concurrence, c'est effectivement donner de l'argent à la finance, on est d'accord, hein, c'est les banques qui gagnent dans ce cas-là. Bon, bref, il ne faut surtout pas toucher aux gros profits, etc. Et on est toujours dans cette dynamique-là. Et donc, ce n'est pas que ce soit un point de vue inégalitaire de fond, au sens où il n'a jamais été dit qu'il fallait ne pas respecter le principe d'égalité. Ça, pas du tout. On nous dit, principe d'égalité, d'accord, mais écoutez, c'est au mérite. Hein. Ça veut dire que vous allez être les uns contre les autres, en concurrence. Il suffit de traverser la rue pour avoir un emploi. Et finalement, ça aboutit à quoi? Ça aboutit à quoi comme politique? Ça aboutit à ce qu'il y ait une casse des services publics. Et ça, on le voit, ça veut dire que ça se traduit. Pourquoi nous, on lutte contre ça? Parce que ça se traduit par l'ineffectivité des droits. C'est-à-dire que les droits, ils ne sont pas, on ne dit pas qu'ils n'existent pas. On dit juste, vu que c'est au mérite, hein, allez-y pour les exercer, eh bien, de fait, ils sont pas effectifs. Et ça, tout le monde le voit. C'est quand vous voyez la question des déserts médicaux, c'est le droit à une égale santé de qualité pour tous sur tous les territoires qui est mis à mal. Quand on voit ce qui est mis à mal dans l'enseignement, c'est le droit à l'éducation. Lorsqu'on voit, là on signe une tribune, récemment on a signé une tribune concernant les enfants. Il y a plus de 2000 enfants qui sont à la rue, mais c'est une honte dans la République. Et des enfants, des bébés qui sont à la rue. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire le droit à simplement avoir des conditions dignes, même s'il s'agit d'étrangers, dans ce cas-là, c'est des conditions dignes d'accueil, mais s'il s'agit autrement de personnes qui sont en situation régulière ou qui sont français, c'est d'avoir un logement. Donc, on est sur toute une dynamique où finalement les droits qui existent, qui sont reconnus, ne peuvent pas être exercés. C'est également la question, alors j'ai parlé du relogement, le droit à l'éducation, mais on a parlé du périple pour venir, mais c'est l'enclavement c'est pas normal. On a quand même vécu avec un service public des transports qui était quand même meilleur. Donc on a quand même tout un ensemble d'indicateurs qui montrent que on a mis moins d'argent, ça fait des années qu'on est moins. Je dirais que c'est depuis Nicolas Sarkozy. Il avait fait un très gros... C'était joli comme formule parce que ça avait bien marché. C'était un fonctionnaire sur 2 qui part à la retraite ne sera pas remplacé. Ça a bien fonctionné pour les élections. Et les gens ne se sont pas du tout rendus compte de ce que ça voulait dire. Un fonctionnaire sur 2 qui part à la retraite n'est pas remplacé, ça veut dire quoi au point de vue service public? Les gens n'ont vu que on va payer moins d'impôts. En plus, c'est pas tout à fait vrai. Hein. C'est les mêmes qui payent que non. Oui, il y en a qui ont payé moins d'impôts. On a supprimé pour l'impôt sur les sociétés, tout ça. Ah, ça, oui. Mais les mêmes, les classes moyennes notamment, elles payent autant. Hein. C'est pas, c'est à quelque chose près.
Tandis que, en attendant, c'est les routes, c'est les transports, c'est l'éducation, c'est l'hôpital. Mais est-ce que vous songez que pendant la pandémie, pendant le Covid, où on nous disait restez chez vous, soyez confinés parce que l'hôpital est saturé, il ne faut surtout pas engorger l'hôpital, dans le même temps on fermait des lits. Et quand on dit fermer des lits, ça veut dire des emplois en moins en réalité. Parce que pour un lit, il faut tant d'emplois. Donc vous voyez, dans le même temps, il y a quelque chose qui dysfonctionne là, où on se dit que finalement c'est une politique qui est mise en œuvre et qui veut qu'on ait toujours moins de dépenses de l'État, et on nous dit encore qu'il faut moins dépenser aujourd'hui, qu'il faut faire encore des économies, ça signifie encore sur les services publics. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez entendu, mais on est en train de dire qu'il faut que les collectivités territoriales désormais restreignent également leurs services publics. Donc vous voyez, ça va aller maintenant de mal en pis en réalité, d'autant plus que l'État a donné des compétences aux collectivités territoriales. Je pense par exemple à l'ASE, vous savez, concernant les enfants qui soit doivent être protégés, soit n'ont plus de parents. Eh bien, ce sont les départements aujourd'hui qui sont en charge de ce service public. Mais si les départements, c'est très variable d'un point de vue d'un département à l'autre pour pouvoir donner de l'argent à l'ASE, parce que vous avez aussi des départements qui n'ont pas d'argent. Après, ça peut être aussi un projet politique. Mais il y en a aussi qui sont simplement n'ont pas d'argent. Eh bien là, on leur dit, vous réduisez encore, mais ces enfants, que vont-ils devenir? Quel futur citoyen nous formons? Que va devenir la jeunesse? D'ailleurs, nous faisons une université d'automne à la fin du mois de novembre sur être jeune aujourd'hui, parce que nous nous inquiétons beaucoup du devenir de la jeunesse et de ce qu'on promet à cette jeunesse. Et de la façon dont on ne fait que la réprimer et créer des inégalités de parcours à travers des systèmes comme Parcoursup, etc. Je ne vais pas développer là, mais l'université d'automne, donc c'est à Paris, le dernier week-end de novembre. Et donc on est sur un propos qui est profondément inégalitaire de fait. C'est-à-dire, c'est pas de dire on ne veut pas le principe d'égalité, c'est pas on est contre les droits, mais de fait, ils ne sont pas effectifs. Et tout le monde le voit. Tout le monde s'en rend compte. Et de l'autre, on a un deuxième camp, qui est le camp de l'extrême droite. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est un discours beaucoup plus simple. C'est les droits, pas pour tous. C'est plus simple, c'est très compréhensible. C'est on est contre le principe d'égalité. Ils ne vont pas le dire comme ça, mais en disant les droits, pas pour tous. C'est discriminatoire. Donc c'est contraire au principe d'égalité, qui est quand même un des grands fondements de la démocratie. Et donc, de ce fait, on a une extrême droite qui promet, alors même que si vous regardez leur programme économique, finalement, c'est toujours néolibéral, ça n'a pas changé, donc ils ne vont pas changer de politique économique en réalité, mais il y a tout un discours pour dire vous serez mieux si vous votez pour nous, vous serez mieux, etc. Et c'est comme les gens pensent que c'est comme une sorte de gâteau. Vous voyez, vous avez, voilà, ça c'est le gâteau, il est fini. Et puis finalement, si on élimine des candidats, le gâteau, il y en aura un peu plus pour ceux qui resteront. Donc si on dit que les droits, c'est pas pour tous, ça veut dire qu'on élimine des candidats, et puis on aura plus accès aux services publics. Et comme le discours néolibéral consiste à dire que finalement, c'est la concurrence de tous, ça encourage à quoi? À plutôt aller vers l'extrême droite, parce qu'au moins c'est plus simple. On sait que s'il n'y a pas de résistance idéologique pour les gens, mais finalement c'est plus simple. On se dit, finalement, je vais d'abord penser à moi, à ma famille, à mon voisin, puis après les autres, tant pis. Et c'est un discours qui s'installe. Et malheureusement, ce discours idéologique, il a tendance à s'infuser dans la société, être de plus en plus présent, et d'autant plus que nombre de candidats de droite qui devraient faire le front républicain, et on l'a vu, ils ne le font pas, s'emparent de plus en plus du discours d'extrême droite, et c'est vrai aussi depuis Nicolas Sarkozy, qui consiste à dire, mais prenons le discours d'extrême droite, comme ça on va simplement faire barrage à la marge, et comme ça va empêcher les gens de voter à l'extrême droite. Mais c'est le contraire qui se passe. À force de prendre les idées d'extrême droite, mais les gens se disent, ils n'ont plus de repères, ils n'ont absolument plus de repères idéologiques, ils ne se rendent pas compte de ce que ça signifie. Parce que qu'est-ce que ça signifie à partir du moment où on accepte que les droits, ce ne soient pas pour tous?
Parce que nous, à la Ligue, évidemment, nous luttons pour l'universalité des droits. Et l'universalité des droits, ça veut dire tous les droits, et qu'ils soient indissociables, que ce soit les droits civils et politiques, économiques et sociaux, ou encore, je le disais, le droit à un environnement sain, propre et durable. Il faut y penser aussi, parce que sinon on ne vivra pas sur cette terre. Mais il y a aussi que ces droits soient pour toutes et tous. C'est ça, vraiment notre ancrage. Et lorsqu'on n'a pas ce repère idéologique, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lorsqu'on accepte que les droits ne soient pas pour tous, on se dit, au départ, ce que vise le Rassemblement national ou Zemmour ou autres, c'est-à-dire l'extrême droite, au départ, ils disent, ah, bah, c'est les étrangers qui ne sont pas en situation irrégulière. Qui sont régulières, pardon. C'est les étrangers voilà, qui arrivent, qui sont en situation irrégulière. Au départ, c'est ça. Puis ça devient les étrangers tout court. Et puis ça devient les Français de papier. Qu'est-ce que ça veut dire, les Français de papier? Ça veut dire ceux qui sont français, mais qui sont issus de l'immigration. Voilà. Et donc là, on voit que ça déborde de plus en plus. Ça a touché, vous avez dû entendre parler de ça au moment des élections, on a fini par parler des binationaux. Ça veut dire des gens qui sont français. On est bien d'accord. Hein. Donc vous voyez bien que c'est un discours qui est extrêmement dangereux, parce que quand on commence à dire que les droits ne sont pas pour tous, en fait, ça va toucher tout le monde progressivement, sauf une élite économique. Et voilà. L'élite économique, elle ne sera pas touchée, celle-là, parce que c'est la même qui va gouverner. Mais au fur et à mesure, on va dire, ah bah ceux-là, finalement, on les élimine. Ils n'ont pas besoin d'avoir ces droits-là, et ainsi de suite. À partir du moment où on met le doigt dans l'engrenage, il faut bien se dire que nous allons tous être touchés progressivement. Ça va être les plus pauvres, parce que ce sont des assistés, et ainsi de suite. Et le problème, c'est qu'avec cette histoire de gâteau là, qui est proposée, hein, qui est finie, et ben, finalement, étant donné que le discours néolibéral consiste à dire que, effectivement, les droits n'ont pas à être effectifs, c'est en fonction de votre mérite, alors que le mérite, on sait très bien que ça dépend aussi des chances qui vous sont données au départ, et donc c'est toujours l'élite économique qui en ramasse les trucs. Vous avez dû voir les études économiques qui ont été faites, où ce sont les plus riches qui se sont encore enrichis, sous Emmanuel Macron. Donc vous voyez bien que ça n'est pas vrai qu'on soit à égalité au départ. Ça, c'est faux. Eh bien, à partir du moment où les droits ne sont pas effectifs, ça renforce tout le temps l'extrême droite. Et malheureusement, les gens se disent, ceux qui sont juste pauvres, ils ont peur de tomber dans l'extrême pauvreté, et donc ils vont s'attaquer à plus pauvres qu'eux. Et c'est pareil pour la classe moyenne qui a peur également du déclassement et qui se dit bah, finalement, voilà, on va laisser. Donc c'est toute cette question-là qui est en jeu, qui pour nous était vraiment fondamentale de comprendre qu'il fallait lutter contre les deux, et pas seulement quand on disait lutter contre l'extrême droite, il fallait lutter aussi contre l'idéologie néolibérale, parce qu'également elle renforce, pas seulement parce que c'est contraire à nos valeurs, dans la mesure où nous sommes pour l'effectivité des droits, mais aussi parce qu'elle renforce l'extrême droite. Donc il y a les deux. Et pour autant, on se disait, mais on ne peut pas le faire tout seul déjà, et en plus de ça, on ne peut pas le faire sans avoir un autre narratif. Parce que le problème, c'est que justement, le discours, les idées d'extrême droite ont vraiment infusé dans la société. Et donc pour cela, on s'est dit qu'il fallait renforcer le troisième camp, puisque je vous ai annoncé 3 camps. Le troisième camp, c'est le camp progressiste. Tous ceux qui sont d'accord pour lutter pour l'universalité des droits, que les droits soient pour toutes et tous. Et on se dit plus exactement le camp progressiste au sens où qui porte également les droits économiques et sociaux, qui porte également le fait d'avoir un droit à un environnement sain, propre et durable. Donc tout ça, il faut qu'on arrive à lutter avec tous ceux qui sont d'accord avec ce socle commun. Après, qui il y a dans ce socle commun? C'est pour ça qu'à notre table ronde du Congrès, on avait invité beaucoup de syndicats et beaucoup d'associations. Ça avait fait une très belle table ronde, parce qu'on s'était dit, on va déjà fonctionner avec ceux qui nous sont proches, avec qui on travaille d'habitude de façon particulière, comme par exemple avec la CIMAD, on lutte beaucoup contre les lois immigration et
il va y en avoir encore une, il y en a une tous les 15 mois à peu près, et là maintenant c'est encore plus rapidement, mais parce que c'est un bouc émissaire. La figure de l'étranger, c'est facile, c'est un bouc émissaire. Donc ça permet allez, tout est de la faute de l'étranger, et puis on ne réfléchit plus. Et voilà, alors que je vous disais, le fait qu'on dise les droits pas pour tous, attention, on met le doigt dans l'engrenage, mais c'est facile d'avoir un bouc émissaire. Et donc là, avec la CIMAD, on a un secteur où on lutte ensemble. Eh bien, on s'est dit, on ne va pas se contenter de travailler ensemble de façon sectorielle, mais on va se rassembler parce que la CIMAD peut travailler avec Greenpeace, il y avait Greenpeace à notre table ronde, on peut travailler avec Oxfam, on peut travailler avec, et ainsi de suite. Et on avait invité énormément de syndicats et d'associations, autant qu'on pouvait rester derrière une grande table, pour pouvoir dire que nous qui travaillons pour tous les droits, nous sommes généralistes, eh bien, nous voulons faire table commune pour inviter tout le monde à ce que nous travaillions ensemble, mais en gardant nos différences. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire que tout le monde va lutter de la même façon que nous. Non, c'est pas ça. C'est juste faire table commune pour qu'on puisse au moins travailler sur le socle commun, qui est de travailler sur l'universalité des droits et le fait qu'on veut aller vers une alternative progressiste. Et là, je viens de dire le fameux mot qui revient à dire « transformons la société », parce qu'effectivement, il ne suffit pas de dire « nous sommes contre l'extrême droite », parce que ça y est, le narratif, il est là, il est installé, et ça ne va pas suffire. Il faut qu'on arrive à faire rentrer dans la tête des gens qu'en fait, c'est pas un gâteau, les droits, c'est pas vrai. C'est quelque chose qui est ouvert, c'est bien plus compliqué que ça. Que les services publics, si on met une vraie politique de services publics, ça peut accueillir tout le monde en réalité. Et que donc on n'a pas à partager, comme il est compliqué de se dire que s'il n'y a que ça, autant qu'il y en ait qui soient éliminés dès le départ. Mais non, parce qu'il n'y a pas que ça. C'est beaucoup plus ouvert. Et donc nous pouvons lutter pour qu'il y ait une société qui soit plus inclusive, qui soit plus ouverte et qui soit effectivement dans un but de transformation de la société et que justement on porte un projet économique également qui garantisse les droits économiques et sociaux, qui s'appuie aussi dans le dialogue social, parce que rappelez-vous au moment de la réforme des retraites, quand même les gens se sont énormément mobilisés. Je n'avais jamais vu ça faisait quand même des années qu'on n'avait pas vu une mobilisation pareille, et c'était une mobilisation qui était beaucoup plus large que la gauche. Il y avait des gens de droite qui étaient présents dans les manifestations. Eh bien, que s'est-il passé? Les syndicats n'ont pas été reçus par le gouvernement, ça veut dire un mépris total du dialogue social. Et après, les personnes qui manifestaient n'ont pas été entendues, il n'y a rien eu en direction des manifestants. Et en plus de ça, 49.3, c'est-à-dire on utilise les outils de la Constitution pour imposer aussi la fin du débat au Parlement. Donc on est bien là sur un autoritarisme qui se met en place, qui est en place depuis longtemps, mais qui se renforce parce que chaque fois qu'il y a une régression des libertés, ça fait un effet cliquet. Donc on a régression et on régresse encore et on régresse encore. Et donc c'est pour ça que également le fait qu'on régresse progressivement, c'est un peu indolore, on ne s'en rend pas compte. Et puis c'est seulement quand des gilets jaunes se mettent à manifester, ils n'avaient jamais manifesté pour la plupart, que tout d'un coup ils réalisent que mais comment ça se fait que notre police, elle se comporte comme ça? Ah ben oui, ça fait des années, ça fait depuis 2015-2016 qu'on a une police qui est équipée d'armes qui n'ont rien à faire en manifestation, qui interviennent. Ce sont des forces de police qui ne sont pas du tout spécialisées dans le maintien de l'ordre et qui interviennent, et ainsi de suite. Mais ça, les gens ne le savaient pas. Et donc ils le découvrent au moment où ils veulent exercer leur liberté de manifester. Et ainsi de suite, parce qu'il y a une régression progressive. Et pourquoi il y a une régression de liberté? Pourquoi également ce sera pire avec l'extrême droite? Tout simplement parce que pour imposer un programme qui aboutit à ce que ce ne soit pas les services publics, que ce ne soit pas égalitaire, il faut l'imposer par la force, il n'y a pas le choix, parce que sinon la réforme des retraites, elle ne va pas passer. Et sinon, vous avez un certain nombre de lois, les gens protestent, ça ne va pas passer. Et donc il faut le faire de façon autoritaire. Et ça veut dire la répression, notamment vis-à-vis des écologistes, parce qu'eux sont en train de tirer la sonnette d'alarme sur l'avenir de notre planète, et c'est l'avenir aussi des jeunes, en l'occurrence, parce que c'est quand même pour le futur. Eh bien,
quand ils tirent la sonnette d'alarme, il faut absolument les faire taire. Alors que toute la démocratie, c'est le dissensus, c'est-à-dire la possibilité de débattre, la possibilité de faire valoir des idées qui sont différentes. Donc là, on est en train de nous dire, taisez-vous. Donc la liberté de manifester se porte mal, la liberté d'expression se porte mal, et c'est également la surveillance. On nous promet, alors sous prétexte de sécurité, mais la réalité c'est beaucoup de surveillance, on ne cesse d'accroître la surveillance des citoyens. Donc tout cela, c'est déjà en place. On a déjà eu beaucoup de régressions au fil des années sur les libertés. C'est déjà en place. Et imaginez si l'extrême droite arrive au gouvernement. C'est pour ça que nous voulions absolument faire barrage. Parce que si l'extrême droite arrive au gouvernement, ben elle a déjà tous ces outils-là. Et elle va encore aggraver la situation, puisque de toute façon, elle a un projet qui est fondamentalement discriminatoire. De dire que c'est qu'il y a de la préférence nationale, ben en soi, c'est discriminatoire, et d'autant plus qu'on l'a vu quand on parle de français de papier. Donc vous voyez bien que le fondement, c'est un projet qui est raciste en réalité. Donc voilà, on a l'idée qu'il faut changer ce narratif-là. L'idée qu'il n'y ait qu'un gâteau à partager, il faut le changer. Il faut réussir à mettre dans l'idée des gens que non, il faut qu'on lutte tous pour une transformation de la société. Et oui, ça fait trop d'années que nous vivons avec des programmes qui ne vont pas dans ce sens-là et qui sont finalement assez liberticides et qui sont également contraires à des droits effectifs. Donc il faut qu'on change cela. Et il faut qu'on demande à ce qu'il y ait des services publics, il faut qu'on demande à ce que nous voulions une société plus inclusive et qu'on ait du vivre ensemble et qu'on soit bien en fait, qu'on soit bien les uns avec les autres. Et pour ça, il faut aussi qu'on ne vive plus dans la peur. Et le problème, il est qu'une société qui est liberticide, il y a forcément de la peur parce que la répression engendre la révolte et la révolte fait peur. Donc on est vraiment dans une spirale qui fait que les policiers se sentent comme dans un camp retranché. Ils ont de plus en plus peur. Je ne sais pas si vous voyez, peut-être pas chez vous, mais en tout cas dans de nombreux commissariats, c'est comme une forteresse. On a des difficultés à rentrer dans un commissariat. Donc, et ça, je les comprends aussi, parce qu'ils se sont maintenant mis dans un camp contre camp. C'est pas ça, une société qui est démocratique. Reprenons l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il faut une force publique qui soit au service de tous. Actuellement, nous avons une force publique qui est au service du gouvernement et qui est pour de la répression. Donc forcément, la société, il y en a tous ceux qui sont des exclus ou qui n'arrivent plus à s'exprimer. Il y a une révolte et ça ne peut que s'exprimer contre ceux qui sont là devant, c'est-à-dire les forces de l'ordre. Parce qu'on ne peut pas atteindre, évidemment, le gouvernement. Donc c'est les premiers à être en ligne, c'est ceux-là. Et ça, c'est terrible dans une société, parce que si on n'a plus confiance dans la police, si la population n'a plus confiance, ben, que va-t-il se passer si on n'a plus confiance? Ça veut dire qu'on va se faire justice soi-même? Ça veut dire, j'entends déjà, il y a déjà eu des propos, et c'est l'extrême droite évidemment qui porte ça, de dire qu'il faut des milices. Ben, vous imaginez? Pourquoi à l'époque des révolutionnaires on parlait de forces publiques nécessaires? Parce que c'était contre les milices des aristocrates. Donc il faut se dire ça, qu'on va être dans une société de plus en plus fracturée si on admet ce discours-là. Et le problème, c'est que nous avons ce discours d'extrême droite qui est maintenant encore plus repris par la droite, dans la mesure où nous avons M. Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui d'ailleurs, soit dit en passant, est celui qui a attaqué la Ligue en premier, et M. Darmanin a répondu à sa question, donc on savait déjà qu'il n'était pas tellement favorable aux droits et libertés, mais maintenant il va plus loin. Il reprend l'ancienne de l'extrême droite qui consiste à dire qu'il dit l'état de droit n'est pas intangible. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il peut le dire parce que justement, les gens ne savent pas ce que c'est que l'état de droit. Donc du coup, on est là, l'état de droit n'est pas intangible, pourquoi est-ce qu'il y en a qui protestent? Vous avez dû voir le président du Conseil constitutionnel, vous avez l'ancien procureur général près de la Cour de cassation qui s'occupait du terrorisme, qui a protesté, mais le procureur général actuel, le président de la Cour de cassation, et ainsi de suite. Pourquoi proteste-t-il? Et pourquoi nous avons fait un communiqué qui a été largement signé par beaucoup d'organisations syndicales et associatives? Alors pourquoi?
Parce que l'état de droit, ça n'est pas l'état du droit. Et là, il fait en sorte de faire la confusion, d'entremêler les deux, alors qu'il sait très bien ce que c'est, puisque derrière, il le définit. Mais il entremêle les deux. L'état du droit, ce sont les lois et les décrets, etc., qui nous régissent. Et ça peut changer. On le voit sans arrêt. Il y a d'ailleurs une inflation législative qui est vraiment problématique, parce qu'on ne sait même plus quelle est la loi à force. Tellement ça change. Je viens de vous dire, la loi immigration, ça change sans arrêt. C'est vrai aussi en matière sécuritaire. On a sans arrêt des lois qui, soi-disant, ça va renforcer la sécurité. Je vous dis, ça c'est surtout la surveillance et la répression qui sont amenées à être renforcées. Et ce ne sont pas nos libertés qui sont défendues. Mais la loi, elle change tout le temps. En revanche, l'état de droit, pourquoi c'est intangible? Parce que ça concerne, ce sont des concepts. C'est la hiérarchie des normes. Ça veut dire que la loi, elle doit être conforme à la Constitution. Je rappelle que la Constitution, elle a été votée par référendum en 1958. Donc c'est bien le peuple qui l'avait ratifié, qui avait accepté cette Constitution. Dans la Constitution, ce qu'on appelle Constitution, il y a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et il y a le préambule de 1946, c'est-à-dire les droits économiques et sociaux, le droit de grève, le droit syndical, etc. C'est dedans. Donc quand on est en train de dire qu'on ne veut plus de l'état de droit, ou du moins c'est pas intangible, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que finalement, la hiérarchie des normes, peut-être qu'il n'y a plus besoin de la respecter. C'est ça qui est en cause. La hiérarchie des normes, c'est-à-dire que la loi obéisse, respecte les droits et libertés qui sont garantis dans les textes. Dernièrement, par exemple, il y a eu la question de l'avortement inscrit, le droit à l'avortement inscrit dans la Constitution. Vous voyez, ça voudrait dire qu'on n'aurait plus à respecter ça. Voilà. Deuxièmement, la loi doit se conformer aussi aux conventions qui ont été ratifiées par le Parlement. Par exemple, la Convention des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mais il y en a d'autres. Il y a la CIDE, la Convention internationale de l'ONU des droits de l'enfant. Il y a la Convention d'Istanbul, c'est la Convention contre les violences faites aux femmes. Il y a la Convention internationale de l'ONU pour les droits des personnes handicapées, et ainsi de suite. Vous avez un grand nombre de conventions que la France a signées et ratifiées, et qui s'appliquent, et dont on peut invoquer un certain nombre de dispositions. Bien, si on ne respecte pas la hiérarchie des normes, ça veut dire que le juge ne peut plus dire « Ah, mais finalement là, moi j'ai eu des dossiers par exemple, où cette loi, elle ne respecte pas l'égalité homme-femme. » Eh bien, on ne l'applique pas. Sur cette disposition-là, on ne l'applique pas, parce qu'il y a le principe d'égalité homme-femme dans le couple. Ou bien, telle loi, elle est raciste. Très bien, rappelez-vous pour les prestations sociales, enfin c'est pas comme cela que ça a été dit, mais c'est contraire au principe d'égalité. Le Conseil constitutionnel a dit ah non, c'est pas conforme à la Constitution, on l'a terminé, on ne peut pas la publier, cette loi-là passe pas. Et en matière de convention, c'est pareil. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'on s'attaque à la hiérarchie des normes, qu'on s'attaque au fait que des juges puissent appliquer cette hiérarchie des normes et que nous ayons un droit de recours au juge et un juge indépendant pour pouvoir faire valoir nos droits et libertés. C'est de cela dont il s'agit. Or, pour pouvoir porter un programme qui est discriminatoire, les droits pas pour tous, il faut s'attaquer à l'état de droit. Parce que sinon, ça ne passera pas. Les lois ne vont pas passer. On va dire, non, c'est pas conforme au principe d'égalité, donc terminé. Soit c'est le Conseil constitutionnel qui refusera et qui bloquera la loi, soit c'est le juge judiciaire qui va dire « Ah mais non, mais ça va pas, c'est pas conforme à la Convention ». Ou si c'est un arrêté, c'est le juge administratif qui va dire « C'est pas conforme à la Constitution ou à la Convention ». Donc vous voyez que pour pouvoir porter un programme discriminatoire, il faut s'attaquer à l'état de droit. Et quand maintenant nous avons un ministre de l'Intérieur qui est censé ne pas être d'extrême droite, on est bien d'accord, qui est censé être simplement de droite, c'est-à-dire respecter l'état de droit, être républicain, parce que c'est de cela dont il s'agit, être républicain. Eh bien, dans ce cas-là, il devrait dire on peut changer les lois, mais on ne touche pas à l'état de droit. Or là, il a été soutenu par 170 parlementaires de son parti, les Républicains. Or, précisément, ce n'est pas républicain de faire cela. Dès lors qu'on touche à l'état de droit, on touche à la démocratie. Parce que sinon, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la démocratie, ça n'est plus que le vote.
Et il suffit d'avoir finalement un parti majoritaire, de majorité absolue à l'Assemblée. Vous avez à ce moment-là un gouvernement qui est conforme à cette majorité absolue. Vous gouvernez en tout comme vous voulez, de façon complètement qui pourrait être arbitraire, puisque de toute façon, il n'y a plus rien pour vous en empêcher. L'état de droit, c'est pour dire non, vous ne pouvez pas. Parce qu'il y a une minorité. Parce qu'il y a aussi des personnes qui ne sont pas d'accord. C'est la démocratie, c'est le dissensus. Donc on fait attention aux droits de la minorité, on ne va pas à l'encontre des droits et libertés générales. Et donc ça signifie aussi que ces droits et libertés ils doivent être intégrés dans le droit. C'est ça aussi l'état de droit. C'est les droits et libertés intégrés. Mais ça va du principe d'égalité à la présomption d'innocence, aux procédures, c'est-à-dire c'est la séparation des pouvoirs aussi, c'est ça l'état de droit, hein. C'est l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Séparation des pouvoirs, garantie des droits. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est particulièrement important que nous réapproprions les termes pour les défendre et pour dire nous, en tant que quelqu'un qui est démocrate, qui est républicain, nous voulons défendre l'état de droit et nous sommes contre le fait que la droite reprenne cette ancienne de l'extrême droite, et nous voulons les interpeller parce qu'ils sont censés faire front républicain justement. Donc ce n'est pas normal qu'ils aient ce discours-là qui consiste à tendre la main à l'extrême droite. En même temps, ça se comprend, tellement ils ont peu de députés au Parlement, et donc ils sentent qu'il faut gouverner avec l'extrême droite. Donc voilà, on est dans ce problème-là de finalement, ils n'écoutent pas les urnes, puisque on nous annonçait que l'extrême droite allait gagner, et en se mobilisant, on a réussi à ce que ce ne soit pas Jordan Bardella comme Premier ministre. Donc c'est bien ça le résultat du second tour de l'élection. C'est que l'extrême droite, on a dit non, on n'en veut pas. Donc pourquoi reprennent-ils là, que ce soit M. Retailleau ou les 170 parlementaires, pourquoi reprennent-ils un discours qui est d'extrême droite? C'est extrêmement dangereux parce que ça infuse de plus en plus dans la société. Et nous, il faut qu'on redise que lorsque l'extrême droite arrive au pouvoir, comme en Hongrie ou en Pologne, eh bien, ils s'attaquent en premier à l'indépendance des juges pour pouvoir ensuite s'aborder les droits et les libertés, pour pouvoir ensuite supprimer l'état de droit. Voilà. Donc je vais m'arrêter là parce que je pense qu'il faut ouvrir le débat, mais je voulais quand même vous attirer votre attention sur les dérives actuelles qui finalement, on a lutté contre l'extrême droite, mais vous voyez, il faut lutter aussi vis-à-vis de tous ceux qui ont un discours qui n'est pas clair sur l'état de droit, sur nos libertés. Merci. Et je vous passe la parole. Jackie est prêt, micro en main. Ah, il ne marche pas. On parlera fort. On va se faire confiance. Le micro-baladeur est retors ce soir. C'est peut-être son jour de repos. Mais peut-être qu'on peut passer celui-là. Oui, et c'est nous les deux, surtout vous, qui parlerez plus fort. Alors tu vas te servir de celui-là. Ici. Bon, si je vais... Oui, je vous remercie. Enfin, je ne suis pas le seul certainement sur votre propos qui a le mérite de clarifier les choses, bon, qui est quand même un propos, je pense, assez politique. Voilà. Alors, moi, je vais mettre l'accent sur une chose. Vous avez dit l'extrême droite a un discours simple. Par exemple, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais il y a trop d'immigrants en France. Ou la préférence nationale. Ça, c'est des choses que les gens comprennent. Voilà. Alors, on va pas employer le mot gauche, on va employer le mot camp du progrès. Nous, on parle d'universalisme. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui savent ce que ça veut dire. On parle d'état de droit, vous venez d'en parler longuement, très bien d'ailleurs. Hein, moi, j'insiste sur le dernier point que vous avez dit, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs, parce que ça, c'est quelque chose de fondamental. Hein. Bon, mais les ministres, c'est bien ce que vous avez défini. Mais vous avez mis un sacré moment à le définir. Bon. On parle d'égalité, même ce mot-là, il n'est pas évident.
Parce que les gens, ils pensent tout de suite, ah oui, mais c'est pas possible, on ne peut pas être tous égaux, etc., etc. Particulièrement dans les milieux populaires, ça passe pas très vite. Voilà. Bon, donc, là, les réponses qu'on doit apporter, parce que je fais quand même une parenthèse, globalement, le discours de la gauche depuis des années ne porte pas vis-à-vis des électeurs qui ont basculé, y compris venant de la gauche d'ailleurs, il ne faut quand même jamais oublier ça, il ne faut pas avoir des œillères là-dessus, il n'y a qu'à regarder le Nord, Pas-de-Calais, hein, que je connais un peu, là, il n'y a pas photo, celui qui n'a pas compris. Bon, donc, notre discours, il ne passe pas, probablement pour les raisons que je viens de dire, mais aussi d'autres, parce que les concepts qu'on veut développer ne sont pas simples à expliquer. Et quand vous dites aux gens, il y a trop d'émigrés, eh ben ça passe. Il y a même une majorité de gens qui le pensent. Hein. Quand on parle d'assistanat, ça passe aussi, etc. Je ne vais pas développer. Donc nous, il faut qu'on change notre logiciel et de discours, et puis aussi qu'on réfléchisse à quelles sont les causes profondes du vote d'extrême droite. Parce que, si je prends l'exemple de la circonscription de Montluçon, une chose qui n'a pas été beaucoup remarquée, mais entre 2022 et 2024, c'est-à-dire 2 ans, le CAF qui a été élu, parce que c'est un vrai CAF, hein, bah oui, il est nul, enfin bon, bref. Il a été élu avec le double de voix de ce qu'il a eu en 2022. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire qu'il y a des quantités de gens qui n'avaient pas voté pour lui qui l'ont fait cette fois. Des milliers. Hein. C'est énorme. Ça doit nous faire réfléchir. Et c'est particulièrement frappant, ou encore plus fort, en zone rurale, où là, il y a des choses qui n'existent pas, comme par exemple les questions d'insécurité ou d'immigration. Bon. Donc sur ces questions, je pense que, par exemple, l'insécurité, on n'a pas forcément les bonnes réponses. Et quand j'écoute des gars de droite dire les premiers touchés par les questions d'insécurité, c'est les milieux populaires, eh ben c'est vrai. Et les gens des milieux populaires, quand on entendent ça, ils disent ouais, ils ont raison. Voilà. Bon. Et nous, on n'a pas forcément les réponses. On passe, excusez-moi le terme, pour des bisounours. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, des rêveurs. Quoi. Voilà. Bon, j'arrête mon propos parce que je n'ai pas donné mes propres réponses, mais je ne veux pas être trop long. Oui, bonjour. Moi, je voudrais dire que dans votre discours, il y a quelque chose qui manque, il me semble. C'est le rôle. On m'entend, je oui, je peux pas. C'est le rôle des médias. Voilà. Parce que parallèlement au fait qu'on a détruit les services publics, les lieux de sociabilisation, etc., qu'on a isolé les gens, en fait, parallèlement à ça, on a laissé les milliardaires prendre en main tous les grands canaux d'information. À tel point que maintenant, l'extrême droite, elle n'a même plus besoin de faire campagne. Hein, la campagne, elle se situe à la télé, principalement. Voilà. Donc ça aussi, quand on dit les idées ont infusé les gens ça ne vient pas de nulle part. Ça vient pas de nulle part, c'est aussi contre ça qu'il faut qu'on lutte. Et c'est dur parce que là c'est vraiment un truc énorme. Hein. Et c'est eux qui ont fait ça. Et puis je voulais dire aussi par rapport à ce que disait, que dans les milieux ruraux, on dit tout le temps qu'il y a plus de gens qui votent à l'extrême droite dans les milieux ruraux. C'est vrai, c'est une réalité. Mais est-ce qu'une des raisons principales n'est pas justement leur isolement ? Dans les milieux ruraux, il n'y a plus de lieu de sociabilité. Les gens, la seule sociabilité qu'ils ont, c'est leur écran de télé, c'est BFM, c'est etc. Donc ça, c'est un truc important, il me semble. Et puis, moi, je suis aussi extrêmement sensible au fait que, pour moi, le discours d'extrême droite, ce qui est le moteur de l'extrême droite, vraiment, le discours, c'est le racisme. Et on sait tous que le racisme, le capitalisme en a besoin pour se développer.
Donc voilà, le rôle des médias dans la diffusion du racisme aussi, voilà, c'est des choses aussi auxquelles il faut qu'on réfléchisse. On sait que, vous dites, les libéraux ont besoin de l'extrême droite. Oui, mais c'est simplement parce que c'est l'évolution naturelle du libéralisme, l'autoritarisme, on le sait. Quand ils n'y arrivent plus, ils se servent de l'extrême droite. Parce que l'extrême droite, son discours principal, enfin son fondement, c'est le racisme et c'est la continuation de l'État libéral. Voilà. Enfin, voilà. Merci. Je prends une autre. Pardon. Vas-y. Attendez, je suis pas très souple. Faut que je C'est sûr que je le gros recadre. problème de la concentration des médias, c'est là-dessus, on est faible. Hein. On est faible. Et puis c'est une réalité. Hein. Par exemple, cet été, vous avez dû voir qu'il y a le renouvellement qui était pour les chaînes TNT. C'est fait par l'ARCOM. Alors déjà, bon, l'ARCOM, il y a beaucoup à redire. Hein, comme c'est censé être indépendant, hein, mais c'est une autorité administrative indépendante. Bon. C'est en cela aussi que notre démocratie a beaucoup de faiblesses. C'est que, par exemple, le Conseil constitutionnel dont j'ai parlé, c'est très politique. Ils sont nommés par qui, hein? Par le Parlement et par le Président de la République. Bon, voilà, et ce sont des politiques, c'est pas des magistrats. Vous voyez, notre démocratie, elle a des faiblesses. Hein. Et c'est pareil pour l'ARCOM. Bon, il y a des faiblesses. Alors nous avons écrit, à la Ligue des droits de l'homme, nous avons écrit cet été, avant qu'il y ait le renouvellement, nous lui avons écrit pour lui demander de ne pas renouveler pour les chaînes C8 et CNews. Pourquoi nous avions ciblé ces deux chaînes? Parce que précisément, c'est en continu les discours racistes. Et en plus, ils ont énormément de condamnations, hein, parce que justement, comme ils signent une charte de déontologie qu'ils sont censés respecter, qu'ils ne respectent pas, et c'est pas grave, ils payent, parce que de toute façon, c'est qui derrière? Voilà, c'est Bolloré, c'est un milliardaire. Rappelez-vous où a fêté M. Nicolas. Je pars de là parce que ça a commencé vraiment là, hein, monsieur Sarkozy. Avant déjà, mais là, franchement, ça avait été le plus. Ça a commencé vraiment. Et donc, on est sur. Il avait fêté sa réussite, son élection sur le yacht de. Monsieur Bolloré. Donc, vous voyez, on part de là et il n'a fait que se renforcer. Et malheureusement, c'est un rouleau compresseur. Hein. Parce que là, C8, certes, ça n'a pas été renouvelé, c'était un peu trop choquant, mais de toute façon, il a d'autres chaînes, et puis il a recasé Hanouna sur Canal+, et ce sera en clair, et voilà. Et donc, on a tout un discours, et c'est pas grave s'il paye, puisque de toute façon, ce qu'il veut, c'est justement diffuser les idées. Et il y a un programme, je ne sais pas si vous avez entendu parler du programme Périclès, où c'est un autre milliardaire qui veut investir pour la communication de l'extrême droite. Oui, on est faible parce qu'on n'a pas de milliardaire qui fasse ça. Il y a eu Ouest France qui a obtenu une chaîne, un canal. Espérons que ça permette un peu plus de diversité. Mais oui, vous avez raison, comment on fait pour lutter contre ça? Alors que ça rentre dans tous les foyers, bien sûr. Et lorsque vous dites, monsieur, c'est un problème aussi parce qu'on nous matraque. Parce que moi, je suis persuadée de ça. Hein. C'est qu'on nous matraque la question de l'insécurité, alors que la sécurité dans les petites villes, on ne la vit pas non plus. J'ai pas vu de statistiques disant qu'il y ait des pics extraordinaires d'insécurité. Mais il est certain aussi que plus on appauvrit les gens, il faut quand même être réaliste, hein, plus on appauvrit les gens, et plus il va y avoir de la délinquance liée à la survie. C'est une réalité quand même. Donc, ça aussi, ça va créer plus d'insécurité aussi, mais c'est lié à quoi? Au fait qu'on appauvrit de plus en plus les gens. Et donc, lorsque vous nous dites, mais on n'a pas de discours qui soit entendable, oui, c'est compliqué, notre discours. Vous l'avez dit, c'est effectivement compliqué, parce que tout ce qui est droit et liberté, c'est plus compliqué aller faire valoir qu'un discours simpliste qui consiste à dire allez, les droits pas pour tous, et puis comme ça vous en aurez plus vous. C'est évidemment que c'est plus compliqué. Alors, comment on peut faire? Moi je pense que nous avons fait par exemple à toute vitesse, hein, pour les élections, nous avons fait des tracts
avec des thèmes, et on disait voilà ce que veut l'extrême droite et voilà ce que nous voulons. Et c'était du coup sur du concret, et, parce que c'était par thème, donc c'était sur du concret, et puis voilà ce qu'ils disent. Parce qu'il y a l'affichage et puis il y a la réalité de leur programme, et on reprend. Et donc ça peut aussi, si on va voir les gens, qu'on fait du tractage, ou qu'on va voir les gens et qu'on leur dit « mais vous, qu'est-ce que vous vivez par rapport à ça ? Quels sont vos... » et qu'ensuite on discute avec eux par rapport à ce qu'ils vivent eux. On ne part pas de grands mots comme universalité des droits, etc., parce que ça, c'est pas entendable. Je suis d'accord avec vous. C'est un peu trop intellectuel. Donc il faut partir de leur vécu. Et quand on dit les droits pour l'extrême droite, c'est pas pour tous, et du coup, ça va finir par vous toucher vous, hein, parce que vous n'êtes pas non plus dans l'élite économique. Mais ça, c'est entendable quand même. Et de dire que nous, on est les droits pour toutes et tous, c'est entendable, c'est quelque chose de facile. Et ça veut dire que vous ayez le droit à des soins de qualité, etc. Et de décliner en fonction des thèmes. Mais ça, c'est entendable, c'est quelque chose qui est du concret. Puis si on vous dit, ah ben moi, j'ai pas pu mettre mon enfant, il a fallu pour Parcoursup, il fallait qu'il parte à l'autre bout de la France, on comprend pas pourquoi, alors qu'il y a une université à côté, on comprend pas, lui expliquer que c'est justement un programme qui est fait pour être inégalitaire. Et que nous, ce que nous portons, c'est un programme qui soit égalitaire et qui soit avec des services de qualité. C'est des choses on peut partir du concret et expliquer en quoi on porte un projet de société qui est différent. Et qui n'est pas seulement différent, mais qui est possible. Parce que c'est ça qu'il faut réussir à comprendre. C'est que l'universalité des droits, c'est possible. Il faut accepter de partir des droits et des libertés et pas l'inverse. De partir des besoins, par exemple, et pas dire « Ah ben on est sur un petit gâteau là, et donc on va découper en... » Non, il faut partir des besoins et faire qu'il y ait une réponse par rapport aux besoins de la société. Quand je vous disais l'exemple type, c'est quand même formidable, en période de pandémie, où au lieu de partir des besoins, on se dit qu'il faut au contraire faire qu'il y ait plus de lits, faire au contraire qu'on ait plus d'oxygène, etc., on se dit « Ah ben non, on ferme !» Et puis là, on est en train de supprimer Doliprane, et puis etc., etc. Non mais voilà, on est en train de vivre un système qui est toujours à renforcer l'élite économique et pas du tout en partant des droits et des libertés. Voilà. Bonjour, juste un mot sur les médias. Je pense que dans la salle, tout le monde est à peu près comme moi, c'est-à-dire qu'on se fait insulter depuis 1 an. Nous sommes tous des antisémites. Mettez-vous bien ça dans la tête, vous êtes antisémites. Hein, d'accord. Il y a quelque chose qui m'étonne, c'est qu'on n'entend jamais un des principes de la République, c'est le mot fraternité. La légalité, ça s'organise. On fait des lois pour l'égalité. La liberté, ça s'organise. On fait des lois pour assurer la liberté. La fraternité, c'est bien autre chose, et pourtant vous n'avez parlé que de ça. Vous n'avez parlé que de fraternité. Mais à aucun moment vous n'avez dit le mot, et personne ne dit le mot, et personne ne l'affiche. C'est un principe oublié de la République, la fraternité. Ça m'étonne. Je vais peut-être répondre à ça. Il va répondre tout de suite. C'est répondre sur ce point. Non. Oui, j'aurais dû effectivement en parler, d'autant plus que nous avons porté une question prioritaire de constitutionnalité. Vous savez, c'est quand on saisit le Conseil constitutionnel dans un cas concret, dans une affaire, et on le saisit à propos d'une loi qui s'applique déjà. Et c'était à propos du délit qu'on a appelé le délit de solidarité. C'est-à-dire le simple fait, par exemple, de dire à quelqu'un qui n'a pas de papier, qui est étranger en situation irrégulière, de lui dire ok, pour brancher, pour recharger le téléphone, ou je donne à manger, simplement me donner à manger, c'était un délit. Et donc ça, on a porté le combat devant le Conseil constitutionnel, et avec Cédric Héroux, vous vous souvenez, voilà, c'était à propos de lui, et on a gagné. Donc effectivement, on a gagné sur le thème fraternité, en disant, ça fait partie de la devise, et donc ça doit être appliqué, ça doit avoir un contenu concret. Et quand je parlais de service public, c'est la solidarité, hein. On est bien d'accord, comme la sécurité sociale, etc. C'est une société solidaire que nous voulons. Là et là.
fais là. Oui, cette ambiance de peur que vous avez bien exprimée, la guerre dans différents pays pèse beaucoup aussi. Et moi, je pense aussi, dans ce que nous avons à développer, les progressistes, c'est l'espoir. C'est ça. Et on est là plusieurs dans la salle à pouvoir témoigner de cette fraternité, de cette solidarité. Elle ne se voit pas forcément, mais l'empathie, elle est réelle. Quand il y a quelqu'un à la rue, notamment avec des enfants, c'est insupportable pour beaucoup. C'est un droit. Vous aviez raison de parler de la Convention internationale des droits de l'enfant, que la France a signé, qu'elle n'applique pas, puisqu'il y a des enfants à la rue. Or, c'est un droit de l'enfant de pouvoir être hébergé sous un toit. Et le droit à l'éducation. Dans le cadre de l'espoir, donc ça c'était, c'est ce que je veux. Je pense qu'à nous tous, avec nos diversités, il faut qu'on développe une envie d'espoir, qu'on ne reste pas sur la peur et sur l'installation de tout ce qu'on supporte. Et encore, on n'a pas de bombe sur la gueule. Je suis, bien que mamie, je suis optimiste pour les jeunes, notamment à propos du racisme. Malgré tout, y compris les enquêtes disent que le racisme ne se développe pas chez les jeunes, au contraire. Donc ça c'est quelque chose. Il faut qu'on trouve des choses positives, et celles-là le sont. Bien sûr, il faut ensemble la musique, la danse, le théâtre. Tenez, aujourd'hui, il y avait à la MJC à Montluçon une conférence gesticulée sur la patience des réfugiés. Ben, la salle était pleine et tout le monde était content. Il y a une envie de faire autrement. Alors c'est petit, c'est caché, mais si on ne parle pas du fait que ça existe, on serait trop dans le pessimisme. L'autre élément que j'ai encore entendu, parce que moi je viens plutôt du côté de Moulins, il y avait une réunion des associations. Et le maire exprime en disant « Mais moi je ne fais pas de politique ». Non mais il y en a marre de ça. Comment c'est possible? Bon, d'ailleurs, il s'est piégé tout seul, parce qu'évidemment, moi je suis quelqu'un qui réagit vite, évidemment la salle m'a suivi là-dessus, bien sûr que si. Et puis si on met ça dans l'idée des gens qu'on ne fait pas de politique, mais si. Et sinon, quelqu'un d'autre en prend votre place. Voilà, puisque j'ai dit que je venais de Moulins, dans le cadre d'un festival, il est passé hier le film Souleymane. Allez le voir, quand il passera. D'abord, c'est un beau film, et puis ça parle de ce qu'on vivent ces réfugiés. Et notamment ces jeunes qui ont échappé à la noyade en Méditerranée et qui viennent travailler dans des conditions terribles et sans papier. Et pourvu, et là il faudra qu'on fasse ensemble la LDH, la CIMAD, les collectifs, moi je suis du réseau Éducation sans frontières, il faut qu'on fasse des choses ensemble, comme on l'a déjà fait, y compris à Montluçon. Des fois c'est des cercles de solidarité, des fois c'est des conférences de presse. Il va falloir, surtout si s'annonce une nouvelle loi d'immigration, il faut qu'on fasse ensemble, et c'est possible. Vous avez raison, en se respectant avec nos angles de vue différents. Mais moi, mon intervention, c'était pour dire développons l'espoir. Et ça se base sur de l'humanisme. Alors, c'est vrai que c'est des grands mots, François avait raison, de l'universalisme, c'est peut-être pas quelque chose qui... le mot qui vient le plus vite dans les milieux populaires, mais l'empathie, le fait que c'est des gens comme nous, qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place? Si on leur enlève leurs droits, on nous en enlève à nous aussi. Je pense que ça existe et c'est de l'espoir. Bonsoir, déjà merci.
Alors moi je voulais intervenir, ça colle aussi au mot fraternité. On se rend compte que la bourgeoisie, les riches, l'oligarchie, selon qui parle, peuvent avoir plusieurs noms, le capital, est de moins en moins fraternel, qui nous prive de tout, donc tout devient privé. Alors ils font leur vie, ils ont les moyens, ils vont dans les cliniques, ils mettent leurs enfants dans des écoles privées qui sont largement subventionnées avec nos impôts. On se rend compte que finalement, est-ce qu'on n'est pas à l'aube d'un monde où les riches font sécession? Vu que je l'ai écouté un soir dans les rencontres de l'atelier, c'est un mot qui m'a touchée, on va devoir apprendre à vivre sur les décomptes du capitalisme. Est-ce qu'on n'est pas là devant un truc et notre solution, c'est quoi? Voilà, c'est tout. Au fond, là-bas. Bonjour, merci pour votre intervention. Je voudrais rebondir sur votre propos. Je pense que vous avez dit une chose très juste, c'est que les jeunes sont progressistes. La France, les progressistes, ce sont des électeurs qui sont de droite et d'extrême droite. Là, il y a quelque chose à faire là-dessus. On parle de lutter contre l'extrême droite, mais peut-être faut-il plutôt se poser la question de comment on fait gagner la gauche. Je suis psychologue social et cognitif. J'ai beaucoup travaillé et étudié sur le racisme et le processus. C'est un construit social qui prend du temps à se mettre en place et qui du coup prend énormément de temps à se défaire. Faire changer l'opinion des gens, c'est hyper compliqué. Du coup, je ne pense pas qu'aller parler à un raciste pour lui expliquer qu'il a tort, ça soit une bonne idée. Par contre, il faut bien prendre en compte que les électorats du Rassemblement national sont peut-être pas tous racistes, mais en tout cas, ça ne les dérange pas. Et c'est là le point central. Le racisme, je pense que c'est ça dont il faut parler tous les jours. Et à la jeunesse. J'ai découvert votre association il y a une semaine, grâce à un article de La Montagne. Je ne suis pas abonné, mais j'ai pu le lire. Peut-être que ça fait plus de 10 ans que je suis à Montluçon, j'en avais jamais entendu parler. J'entends parler de tractage, ok. Les jeunes ne sont pas au marché. Les jeunes sont sur les réseaux sociaux, je ne vois rien sur les réseaux sociaux. Pourtant, j'y passe un peu de temps quand même, mais je ne vois rien. On a parlé de 2022 tout à l'heure, je partage l'avis de monsieur sur le quotient intellectuel de notre député. J'aurais pas dû dire ça. Moi, j'aurais pas dû dire ça. Mais je ne peux plus discuter avec lui, il me bloquait sur Twitter. Mais j'ai pas eu de grande réaction. Alors, je ne suis pas dans les cercles militants, je ne suis pas encarté dans aucun parti, mais j'ai pas vu grand-chose depuis 2022. Alors, je ne vais peut-être pas assez sur le marché, mais je pense qu'on se trompe de canal de communication. Il faut lui dire de venir jeudi, lui. Par rapport aux médias, alors effectivement, c'est ce que je voulais dire sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est pas du tout qu'un problème de CNews, mais CNews s'adresse quand même à une population, on va dire, de gens qui ont plus de 50 ans, pour nous tous. Comme ça. Mais finalement, c'est quand même les réseaux sociaux qui sont en grande partie aussi responsables de la propagation de toutes ces idées. Je pense aussi qu'il y aurait une loi à faire très simple sur les médias. En tout cas, ce serait que une personne ou un groupe financier ne peut pas posséder plus d'un seul média, quel que soit le média qui soit. Ça, ce serait une loi à porter, à mon avis, très simplement. Est-ce qu'il est possible que quelqu'un possède Canal+, C8, CNews, des journaux, etc. Pour moi, c'est pas possible. Je pense que c'est la base de la démocratie, c'est quand même celle-ci. Donc le quatrième pouvoir, c'est celui-là, et le fait qu'il appartienne à quelques milliardaires. Alors je citais éventuellement Mathieu Pigaz, qui était plutôt un peu dans le camp des progressistes, qui a des espèces de médias un peu, mais je ne fais pas du tout de pub pour lui, mais enfin en gros sur des télés sur internet qui existent, que vous pouvez regarder, mais qui sont très confidentielles. Et donc à part ça, effectivement, le problème il est que ces milliardaires possèdent, enfin en tout cas ceux qui ont envie de faire changer la société, comme X, comme d'autres aux États-Unis, parce qu'il faut penser aussi pas que la France, hein, ça touche le monde entier.
L'autre point que je voulais dire aussi, c'est que par rapport au racisme, vous croisez tous les jours des gens, vos voisins, tout ça, enfin, en tout cas nous on le fait régulièrement. Si vous leur racontez une histoire sur une famille, sur les malheurs qu'ils ont rencontrés, tout ça, ils sont tous d'accord avec vous. L'empathie, elle est complète. Même des gens qui ont peut-être voté Rassemblement National. Il faut raconter des histoires de pourquoi les gens y sont là. Si vous parlez du fou furieux qui a tué une gamine, forcément que c'est compliqué à expliquer derrière. Mais si vous racontez toutes les autres histoires, et alors il y a l'histoire de Suleiman qui vient de sortir, mais il y en a des dizaines d'histoires qu'on peut raconter. Et finalement, on se rend compte qu'il y a des gens autour de nous qui disent bah ouais, finalement, c'est pourquoi ils ne peuvent pas travailler, pourquoi ils ne peuvent pas faire ci, pourquoi. Donc il faut être effectivement en contact avec les gens et raconter des histoires très simples. Et je pense que c'est à nous tous de faire ça. Elle va intervenir ou... Moi, d'abord ici. Là. Je voulais répondre au monsieur. Ah non, c'était pas là. Bon, alors au moins on va se mettre d'accord. C'est pas parce qu'on raconte des histoires que ça va changer grand chose. Clairement, les juges ils s'en foutent. Et en plus de ça, ils sont souvent copains avec les autres qui demandent à ce qu'on soit jugé. Donc c'est pas un problème. Sachant que la justice c'est un truc de riche, ça pose pas de soucis. Après, pour l'autre question de l'aspect social, le votant, lui, ce qui s'intéresse, c'est ses propres intérêts. Donc, en fait, question de discrimination ou pas, clairement, ça va suffire aussi un peu, ça va aider, mais ça va pas tout faire. Il va clairement plus s'intéresser à son porte-monnaie et faire avoir eu un terrain à lui aussi, et en fait, il va s'en tenir là-dessus. Il va se dire, bah après, chacun pour sa pomme. Et donc, avec les autres qui sont aussi un peu intellectuels, qui ont réussi à un niveau suffisamment important au niveau social, ben, ils ont gagné suffisamment d'espace, et ils vont dire ah bah ça va, j'ai mon assise, et puis je m'y tiens là-dessus aussi. Je suis tranquille, je garde mon petit domaine, et puis après c'est chacun pour sa pomme, quoi. Comme qui dirait, soit t'avances, soit tu crèves. Donc bon, bah, tant mieux. C'est vrai, enfin, on va pas se mentir que c'est comme ça que ça marche. Alors tu passes à la dame qui est devant. Après les autres, ils sont résignés, ils votent pas, ça d'accord. Mais... Et Jérémy, tu te donnes le micro s'il te plaît à la dame qui est devant toi. Oui, c'est encore moi, mais je voulais répondre au monsieur par rapport aux réseaux sociaux. D'abord, alors les réseaux sociaux, moi je les inclus dans les médias, c'est le même problème. Hein. Voilà, c'est les millionnaires qui gèrent ça et tout. Moi je suis très active sur les réseaux sociaux, j'habite à Montluçon, vous voyez, on ne se connaît pas, parce qu'il y a un problème d'algorithme. Moi je me bats tous les jours pour garder ma communauté sur mes réseaux, parce que les algorithmes ont tendance à nous isoler, à nous foutre dans des corners, etc. Donc pour moi ça inclut dans les médias le problème des réseaux sociaux. Par contre, effectivement, il faut savoir les utiliser pour militer. Mais ça s'apprend aussi, hein. C'est difficile. Hein. Voilà. Et puis je voulais dire aussi que vous dites que vous n'avez pas vu grand-chose depuis 2022, là, depuis les élections. Effectivement, il y a une espèce de... Bon, nous, on milite sur les marchés, on milite dans la rue, mais on est aussi en train de construire un collectif de citoyens qui soutiennent le programme du NFP. On a eu une première réunion il y a 3 semaines de ça, on était 40. On commence à mettre en place des outils de communication, on a acheté une banderole pour les manifs, à notre nom, etc. Et vous êtes cordialement invités à la 2e réunion qui a lieu jeudi soir, là. J'ai vu l'info. Voilà, vous voyez comme quoi ça passe quand même. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Un dernier intervenant, puis on donnera la parole à la présidente. Qui Derrière toi. Pardon. Oui, c'est par rapport à ce qui a été dit, tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, je partage et je vous remercie pour les explications que vous avez données. On comprend mieux un certain nombre de choses. Mais ce que je voudrais dire brièvement, c'est par rapport aux réseaux sociaux. Alors, je suis sûrement très mal placé pour en parler puisque je n'y suis pas. Je n'y suis pas. Mais ce qui m'interpelle, moi, par rapport aux réseaux sociaux, il y a 2 choses. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est que tous les politiques, tous les membres du gouvernement, tous,
Ils ont tous leur réseau social. Et quand ils ont quelque chose à dire, ou commenter un événement, ils le font sur leur réseau. Sur X, sur ceci, sur cela. Le truc, Trump, il s'est fait virer, il n'a pas eu de mal, il a créé le sien. Dans ses réseaux sociaux. Et l'autre chose aussi par rapport aux réseaux sociaux qui m'interpelle, c'est l'utilisation qu'en fait l'extrême droite. J'ai écouté un reportage sur France Inter où ils ont été loin et comment Bardella, ils ciblaient sur Bardella. Et le fameux réseau TikTok, qui est le réseau des jeunes. J'étais assis, je ne suis pas tombé. Et on dit, Bardella, il a, avant les européennes, il avait 1 800 000 abonnés sur TikTok. Il est entouré d'une équipe de cinéastes, de journalistes, de trucs comme ça, qui tous les jours faisaient une petite série télévisée sur la vie de Monsieur Tout-le-Monde. Ils ont fait ça avec Marine Le Pen et ses chats, Bardella chez lui, Bardella qui jardine, Bardella qui fait ci, Bardella qui fait ça. Et diffusé en boucle. Donc à la sortie, ça fait quoi? Nous on arrive, on dit c'est un facho, avec un grand F. S'ils arrivent au pouvoir, voilà qui sont arrivés. On ne les a jamais essayés. Moi j'aurais dit si, il y en a qui les ont essayés. Nos parents et nos grands-parents. Moi, on a eu la chance de naître après, mais ils les ont essayés. Donc, et à partir de là, c'est ce que le journaliste expliquait, c'est que l'extrême droite, Bardella, mais c'est des gens bien, ils vivent comme tout le monde. Ils ont des chats, ils ont des chiens. Ah, ils n'ont pas de lapin, ils n'ont pas de poules, parce que là où ils habitent, il n'y a pas le droit d'avoir des poulaillers. Mais bon, c'est comme ça. Et donc ça, moi, ça c'est deux choses. Là. Comment c'est utilisé, et puis le rôle. Et après, le rôle des médias. Alors c'est vrai que, bon, on ne va pas en débattre plus, on dit des choses, mais il y a quelque chose qui m'interpelle moi aussi par rapport aux médias. Bon, le fait qu'il y a 2 milliardaires qui les ont, qui sont propriétaires, mais c'est l'infiltration aussi dans le service public de l'audiovisuel d'un certain nombre de personnes qui ne sont peut-être pas milliardaires, mais qui ont leurs idées, ou en tout cas les idées de la droite. Et regardez ce qui se passe à France Inter, depuis qu'ils ont changé de direction. L'émission Le Masque et la Plume, autant, on n'en parle plus. D'autres émissions, avec l'humoriste belge, la Charlotte, on l'a, Charline, on l'a, j'écoute, elle est sur une antenne. Regardez l'humoriste qui a osé dire que Netanyahou, c'est un fasciste sans prépuce. Bon, c'est peut-être un peu lourd, mais c'est quand même la vérité. Hein? Parce qu'au moment où on parle, Netanyahou, il a encore tué des milliers de personnes, d'enfants, de vieillards. À midi, ils ont fait voir un truc, il a bombardé un village de déplacés. Des enfants, des personnes sont morts brûlés vifs. Mais lui, il a dit, à côté, il y avait des armes du Hezbollah. Hein? Il a bombardé des hôpitaux, tout ça. Donc ce journaliste, il a dit ça. Donc, je crois qu'effectivement, au niveau des médias, il y a vraiment, et dans le service public. L'autre jour, j'ai regardé une émission, alors ils la font plus voir, c'est au journal de 20h. En même temps qu'on faisait voir ce qui se passait au Liban, les attaques, eux, ils avaient décidé de faire voir la vie en Palestine, à Gaza, de tous les jours. Ils ont fait un reportage sur ce qui s'appelle là-bas la petite palestinienne au roller. Ils ont fait un petit reportage, c'est poignant. Cette gamine qui fait du roller, là, chez elle, petite, qui appelle ses parents, son père et sa mère, les gens à venir, et à côté, Netanyahou qui bombarde, et la petite, elle est morte, avec plein de gens. Ils ont fait voir aussi d'autres petits. Et donc, ils ont pu le faire voir que 2 fois. Je l'ai vu.
Alors sur les réseaux sociaux, vous avez raison, monsieur, parce que Jordan Bardella, mais vraiment, il est le genre idéal. Et puis alors, pour beaucoup de jeunes, c'est « Ah, qu'est-ce qu'il est bien, qu'est-ce qu'il est beau ». Oui, ça veut dire qu'il faut faire de l'éducation aux médias, il faut faire de l'éducation aux réseaux sociaux, il n'y a pas le choix. Il faut effectivement apprendre à regarder ça, apprendre à s'en servir, apprendre à ne plus être dupe. Le problème, c'est que c'est un peu long aussi, hein, mais il faut le faire. On n'a pas le choix, même si c'est long. Il y a des choses qu'on peut faire à court terme et d'autres qui doivent être faites, mais pour le long terme. Et monsieur qui proposait, qui dit mais qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais venez, au contraire, si vous avez des compétences pour aller sur TikTok, nous on n'y est pas parce qu'on ne sait pas s'en servir. Donc si vous avez des compétences, venez, il faut absolument qu'on s'entraîne en fait, qu'on ait plus de force là où justement on va toucher plus de gens. Et TikTok c'est les jeunes, hein. C'est un média, enfin c'est un réseau social pour les jeunes, comme il y a un peu Instagram aussi, et effectivement, on sait pas, enfin, moi je ne sais pas m'en servir par exemple, hein, je ne fais plus partie de cette catégorie-là. Mais oui, il faut quand je disais qu'il fallait qu'on crée de l'espoir avec un programme, une alternative, c'est parce que je pense que nous avons un capital qui est nous, c'est nous le capital, c'est-à-dire le fait de pouvoir dire, nous pouvons compter sur nos forces, sur l'empathie, sur le fait que nous avons des convictions. Et tout ça, il ne faut pas l'oublier. C'est qu'on peut ensemble réussir à faire des choses et à être effectivement, vous avez dit, il faut donner de l'espoir, mais vous avez raison, vous avez complètement raison. Parce que si c'est seulement de la désespérance, on ne fait plus rien et on rentre chez soi. Alors que non, on peut lutter. Et la meilleure preuve, alors ici ça n'a pas marché parce que vous avez un député RN, désolé pour vous, parce qu'en plus de ça, c'est vrai qu'ils éliraient, enfin ça donne l'impression qu'on élirait une chèvre, hein, on met n'importe qui et il y a Jordan Bardella et boum, ou Marine Le Pen et ça y est, ça marche. C'est assez effarant hein, de se dire ça. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut redire quelles sont les idées derrière, quel est le danger derrière, et dire en quoi ça va toucher ces personnes-là. Il faut quand même, vous avez raison monsieur, on ne pourra pas, si c'est un raciste convaincu, on le changera. C'est bon, on ne va pas discuter avec lui, on ne va pas perdre son temps, mais en revanche, il y a des tas de gens qui le font parce qu'ils sont persuadés qu'il n'y a qu'un gâteau et que, etc. Ben, ceux-là, on peut peut-être leur dire, non mais vous vous rendez compte des conséquences, et ça va aller aussi contre vous. Donc il est bien propre sur lui, monsieur Bardella, mais enfin, concrètement, ça donne quoi? Ça donne une candidate qui porte une casquette nazie, ça donne des milices dans la rue, comme la section d'Albi nous a alerté, qui chantent des chants nazis. Ça donne, c'est ça la réalité de l'extrême droite, ça donne des gens qui se font molester, qui se font agresser par l'extrême droite. Depuis qu'il y a eu l'extrême droite qui a monté aux européennes, on n'a jamais eu autant de signalements d'actes violents, racistes et homophobes, parce qu'il y a les deux. Hein. Donc ça, il faut aussi le dire, il faut aussi parler aux uns et aux autres. Parce qu'ils sont en train de flirter en renversant les discours, y compris pour les homosexuels, en disant non mais on n'est pas, etc. Parce qu'ils sont suffisamment malins pour dire mais non mais c'est pas contre vous, etc. Mais la réalité elle est tout autre. C'est un discours qui est extrêmement homophobe en réalité. Donc parce qu'ils sont de toute façon sur les droits pas pour tous, donc au fur et à mesure ils éliminent les uns les autres. Donc oui, il faut penser à l'espoir et se dire qu'on peut essayer de créer des collectifs. Alors nous, ça ne va pas être pour un soutien, puisque vous le savez, nous sommes politiques. Alors là, complètement d'accord avec vous, un maire qui dit qu'il n'est pas politique, mais alors pourquoi il est maire? Ça n'a aucun sens. Mais il fait de la politique. Nous faisons de la politique. Nous revendiquons d'être une association politique parce que nous sommes dans la cité et que nous prenons part à la cité et à la vie de la société et à la citoyenneté. Pour autant, nous ne sommes pas politiciens, sauf au sens, on n'apporte pas notre soutien à un parti en particulier, sauf si on estime qu'il faut le faire à un moment donné, ce qui n'a pas été le cas, même à ces élections-là, on n'a pas pris parti, on a dit qu'il fallait, alors après, aux électeurs de comprendre, hein, on a dit qu'il fallait une alternative progressiste, démocratique, environnementale et sociale. Eh bien, regardez les programmes, il faut faire un peu confiance aux électeurs aussi, mais on n'appelle pas à voter particulièrement pour telle coalition parti ou pour tel parti. Mais c'est pour ça aussi qu'on peut parler à d'autres, parler à tous ceux qui sont pour l'universalité des droits. Vous avez des gens qui votent centre-droit, mais qui sont favorables à nos idées et avec qui, justement, on peut aller plus loin et on peut dire, mais ça, il faut qu'on lutte contre ceux qui sont contre l'universalité des droits. Et donc, on peut créer des alliances comme ça. C'est pour ça qu'il faut, comme je disais, avec nos diversités, parce qu'il y a des associations qui ne sont pas politiques,
qui n'ont jamais fait ça, mais on peut leur dire oui, mais là ça va vous toucher vous aussi pour telle ou telle raison, et créer des alliances ainsi. Donc on voudrait aussi localement qu'il y ait des sortes de, je ne sais pas comment on peut dire, de collectifs. On peut parler de plein de mots, mais en tout cas de rassemblement avec des syndicats, avec des associations, et qu'on travaille ensemble. Et RESF, la Ligue a été, vous ne le savez peut-être pas, mais la Ligue a été à l'origine, parmi d'autres associations, de RESF. Donc forcément, on travaille en étroite collaboration, puisqu'on a été à l'origine. Donc voilà, c'est un peu le message que je voulais vous porter, c'est un message d'espoir, parce que nous pouvons porter cela, il faut qu'on renforce nos capacités d'agir, et justement en faisant confiance à l'humain, parce que derrière c'est l'humain. Qui? Eh bien, je veux bien vous dire un mot aussi. Moi, je crois, et tout le monde me connaît ici depuis très très longtemps, et on se connaît tous parce qu'on n'arrête pas de... Exactement. Et l'Espagne de 36 où les gens voulaient changer la société. Ce sont là mes origines, pour ceux qui ne savent pas, et j'en suis très fier. Et je continue depuis cette époque, mais déjà bien avant, et depuis la nuit des temps, les gens se sont battus pour améliorer leur sort. C'est pas d'aujourd'hui. Moi j'ai une image, elle est peut-être pas bonne, mais je vous la donne. La politique, c'est un tir à la corde. Quand les forces de droite gagnent, nous on recule. Et nous, quand on gagne, ce sont les forces de droite qui... Eh bien, ce tir à la corde, il faut qu'on arrive à tirer plus fort qu'eux. C'est tout simple. Depuis tout le temps, à Montluçon, pour l'exemple de Montluçon, en 1906, il y avait une vie syndicale très très forte. Tout au long de son histoire, Montluçon s'est battue du mieux qu'elle a pu, et elle a eu de très bons résultats par moment. Et bien sûr, il y a des hauts et des bas. Moi, je voudrais dire que si je rencontre M. Bolloré, il y a de fortes chances que je n'arrive pas à le convaincre, lui. Mais pour tous les autres qui à un moment ont été à gauche et qui sont partis à droite, et qui peut-être ne savent pas pourquoi, eh bien tout cela, tous ces racistes, toutes ces personnes qui ne font que regarder la télé, il faut combattre avec eux, il faut leur expliquer par le menu, effectivement, avec des cas concrets, les services publics, la fraternité, et en revenir tout le temps. Et si on a un homme ou une personne qui n'est pas d'accord avec nous, eh bien il ne faut pas céder. Moi, un raciste, je vais lui expliquer pourquoi il n'a aucune raison d'être raciste. Sauf bien sûr si c'est Bolloré, là je peux comprendre. Il y a plus de 50 ans, et c'est déjà vieux, enfin, la personne que je vais mettre en cause ne m'en voudra pas, elle est présente. Mais il y a plus de 50 ans, Pierre, ici présent, nous disait, nous aurons 2 combats à mener. La bataille des idées et une citoyenneté active. Il faut faire de chaque individu un votant, de chaque votant un citoyen, et de chaque citoyen un militant qui continuera systématiquement à se battre. Et bien c'est ce qu'il faut qu'on fasse, à tous les niveaux. Au niveau des enfants, comme tu l'as dit Mireille, au niveau partout. Il ne faut rien céder. À chaque fois qu'on recule d'un pas, eh bien, on se fait croquer. Eh bien, jusqu'à notre mort, ben, c'est clair, jusqu'à notre mort, nous serons amenés à lutter. Eh bien, il faut se battre partout. Les valeurs républicaines, c'est ce qui nous anime. Elles ne sont pas venues toutes seules. Toutes ces valeurs, elles ont été gagnées de dures luttes et de combats qui n'ont cessé. Eh bien, non, je n'ai pas fait de contrepétrie, je te vois venir. Non, je n'ai pas fait la contrepétrie. Mais de combats très durs, eh bien, il faut qu'on continue. Aujourd'hui, il y a un combat sur lequel moi je m'accroche beaucoup et je ne laisse pas passer sur la laïcité. C'est très important, le respect, la tolérance, l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Le racisme, qu'est-ce que c'est? Je me suis fait ma propre définition. Le racisme, c'est le refus d'accepter la différence de l'autre. Je ne sais pas si ça correspond dans tous les cas, mais moi, à mon idée, lorsque quelqu'un est différent de moi, je ne vois pas pourquoi je n'accepterai pas, à moins qu'il se comporte mal pour la majorité des gens. Mais grosso modo, eh bien,
il ne faut pas céder. Et on a l'occasion de se battre dans toutes les structures, que ce soit la Ligue des droits de l'homme, que ce soit le réseau d'éducation sans frontières, que ce soit dans des cercles de discussion, ici ou ailleurs. Il faut se battre sans s'arrêter. Difficile, dit François Cassani, de faire comprendre que l'égalité est une valeur fondamentale, que c'est pas vrai, il n'y a pas trop d'étrangers, c'est pas ça le problème, donc compliqué. Et l'autre côté, Mireille dit, il faut semer l'espoir. Je pense que la première question, est-il fondé de faire vivre l'espoir? Je vous dirais tout à l'heure que personnellement, je ne la vois pas du côté des partis politiques, au risque de vous étonner, mais je la vois du côté des citoyens. J'ai été de celles et ceux, et je crois que vous l'avez signalé au passage de votre exposé, qui a été marqué par le climat des manifestations pour la défense de la retraite. On sentait bien sûr le fond de la revendication. Travailler encore 2 ans de plus, etc. Mais moi j'ai senti, y compris dans la notion de fête, parce qu'elles étaient gaies, elles étaient joyeuses, les manifestations, moi j'ai senti qu'il y avait une espérance en autre chose, hein, en une autre vie. Mais on en a en ce moment des exemples où les citoyens d'eux-mêmes traitent de l'égalité, du non-racisme, etc. Une petite équipe parisienne a créé, je vous en ai déjà parlé, un CHU, pas sanitaire, centre d'hébergement d'urgence. Il y a du fond. Je saute complètement sur un autre sujet. On parle de... était interviewé à la télé hier, je crois, Tavares, le fameux patron qui gagne 100 000 € par jour. La grande entreprise Duralex, hein, aux mains avant des capitales, vient de passer aux mains des salariés. Il n'y a pas là, il n'y a pas quelque chose à Bordeaux, à Saint-Étienne, à Montpellier, sans doute ailleurs, des citoyens eux-mêmes font vivre une notion d'extension de la sécurité sociale alimentaire. J'ai regardé, nous allons les faire venir, ces exemples, c'est extraordinaire comment toutes les notions d'égalité, de proximité, de tous ensemble, etc., s'habillent. Quand nous avons créé l'atelier, la base première, je vous le disais dans la voiture, c'est ce qui marque le combat des progressistes, c'est qu'ils ont perdu la bataille des idées. Le dénommé Buffett aux États-Unis, même l'ancien patron du CNPF l'avait repris, ma catégorie, mon camp social a gagné la bataille des idées. Or, si nous sommes, et je suis d'accord avec ce que disait François, en retard sur la compréhension de ce qu'est fondamentalement l'égalité, la lutte contre le racisme, etc., c'est que plus aucun parti ne mène la bataille idéologique. Je vous choque peut-être, mais c'est la réalité qu'il faut savoir regarder en face. Nous sautons d'une élection à une autre. Bien sûr, il y a le calendrier électoral, mais ne sont plus imaginés que des partis politiques, des syndicats de lutte prennent en main la notion d'égalité, prennent en main la notion de l'économie, prendre le pouvoir, c'est important, le pouvoir politique. Mais le pouvoir économique, c'est là la force essentielle du capitalisme. Et avancer l'idée que les salariés peuvent gérer à la place des actionnaire. C'est une idée, si on la faisait avancer. Actuellement, je pensais, j'ai peut-être tort, je ne suis pas sur place, mais je voyais ça. Il y a eu une émission hier au soir, oui, sur la suppression, le transfert du médicament, là, le Doliprane, etc. C'est formidable ce que les salariés font. Formidable pour défendre ce qui va nuire à la France et à nous tous. D'après ce que j'ai vu, donc c'est très limité. Mais il ne parle, il n'y avait pas dans les revendications la liste, nous prenons en main l'entreprise. Mais c'est la meilleure façon. Donc je crois que, pour moi, les raisons d'espérer, elles sont certes minimes, c'est mince encore, mais dans la capacité d'un certain nombre de citoyens travailleurs de prendre les choses en main. Et le faire de la politique là-haut,
devrait être abandonné par le faire de la politique en partant d'en bas. Chers camarades, je souhaite qu'il y ait un comité autour du nouveau Front populaire. C'est un collectif. Un collectif. Je ne souhaite pas, ça m'engage que personnellement, je ne souhaite pas qu'il soit pour appuyer le programme du nouveau Front populaire. Je souhaite que les citoyens que vous allez solliciter, et bravo pour ce qui est fait, disent voilà ce que nous voulons qu'il soit dans le projet du Front populaire. Je n'ai pas dit le programme, j'ai dit le projet. Le programme, bien évidemment. Mais aussi le projet, c'est-à-dire une autre société, le vivre ensemble. Je défends cette démarche. Que c'est vrai pour le nouveau Front populaire, c'est vrai ailleurs. Tant qu'on n'en reviendra pas, comme toute l'histoire nous l'enseigne, quelqu'un parlait des grandes victoires que nous avons obtenues, elles sont toutes dues à des mouvements citoyens et de travailleurs. Elles ne sont jamais venues par des lois. Elles ont été conçues au cœur même de la société. Bien sûr, il a fallu la loi, il a fallu une majorité, etc. Mais tant qu'on ne reviendra pas à cette notion qui est la base même de la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir au peuple, je pense qu'on aura une faiblesse dans notre combat, et on a une faiblesse. Donc j'arrête. Mon espoir, ma façon de faire vivre l'espoir, c'est de regarder et d'essayer d'y contribuer au moins par la réflexion. Les gens nous donnent des indications pour emprunter le chemin de l'espoir. Oui, je voulais intervenir sur deux choses, sur le racisme d'abord et la solidarité. Alors il y a eu ce drame avec cette jeune étudiante philippine qui a été violée et assassinée. C'est un véritable drame. Vous avez remarqué quand même, on a dit c'est un violeur, enfin, les médias, c'est un violeur marocain. Ah, pourquoi ajouter marocain? C'est un violeur, point. Ce qu'il a fait, c'est inadmissible, etc. Il n'y a même pas d'adjectif. Mais il n'y a pas de violeur français. Il n'y a pas de... Sans un féminicide oui, depuis le début de l'année. C'est ce que j'allais dire. En France, je ne sais plus combien il y en a. Donc, il doit bien y avoir quelques Français qui tapent sur leurs femmes, quoi. Bon. Alors, ça c'est la démonstration. La stratégie de l'extrême droite, elle est de faire d'un fait divers. Moi, j'étais plus jeune, il y a un pépère, qui était d'origine polonaise d'ailleurs, qui a foutu le feu à la maison et il y avait sa femme qui dormait dedans, donc elle est morte. Il a été rattrapé, bien sûr. Bon, je pense que ça avait circulé sur le bassin, le journal local en avait parlé, etc. Mais ce n'était pas devenu un thème national. Aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, Madame Le Pen et compagnie, là, Zemmour et tous les autres, ils s'emparent de ça pour en faire un cas national. Donc, c'est une stratégie qu'ils ont, quoi. Sur le racisme, je pense que le racisme, ça se conjugue au pluriel. Il y a plusieurs formes de racisme. Il y a le racisme par rapport à la couleur de peau, par rapport à la religion. Et puis il y a le racisme de classe. Ce qu'on appelle le mépris. Quand un certain président dit les sans-dents, quand un autre dit les riens, si ça c'est pas du racisme. Il dit ceux d'en bas. Ceux d'en bas, puis etc., il en a dit d'autres. C'est quand même quelque chose, quoi. Alors ce mépris de classe, et qu'on le vit des fois dans les usines, avec le patronat, mais aussi avec des ingénieurs, des cadres qui se croient vis-à-vis d'ouvriers. Moi j'ai vécu ça, c'est une forme de racisme. Maintenant, la solidarité. Alors la solidarité, tu as raison Mireille, on ne la met pas, surtout pour ce qu'on fait nous, qu'on s'occupe un peu des migrants sans papier, on ne va pas s'étendre dans les journaux, quoi. La semaine dernière, avec ma sœur, on a emmené 3 sans papier, des jeunes Africains. Il y en a un déjà qui était installé.
dans une ferme, un peu comme une coopérative. Donc ils les prennent, ils savent qu'ils n'ont pas de papier, ils les font, parce que c'est des jeunes de 30 ans qui foutent rien d'une journée, ils s'ennuient, quoi. Mais ils ne font pas de conneries, justement. Donc on en a amené 3, il y a deux pour voir ce que c'était, et le troisième on le laissait là-bas. Donc pour l'instant il y en a 2 là-bas, il y en aura 2 dans quelques temps, ça fera 4. Voilà. C'est un peu des babacools. Hein, on a mangé à midi avec eux, pas de viande. Alors, si on reste 8 jours avec eux, on maigrit. Hein. Bon, mais c'est leur façon de vivre. Et c'est un peu la forme d'une coopérative. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Donc, on règle, n'est-ce pas, Mireille, on règle certains problèmes, pas tous, de migrants, mais on ne s'étale pas dans les médias, parce que, vous comprenez bien pourquoi. On a loué, l'association a loué un logement HLM et ils étaient 5 dedans. Alors bon, tout à l'heure ils sont un peu moins puisqu'ils sont là-bas, mais je veux dire, et surtout leur adresse on ne la donne pas. On n'aime pas leur adresse parce que, comme on a dit, délit de solidarité. Voilà. C'est un peu contradictoire ça. Ça n'existe plus. Ah ouais, non mais ça existait. Parce que la solidarité, c'est pas un délit, quoi. Non, c'est nous qui l'appelions comme ça. Ah ouais. Pour dénoncer le fait que, justement, on interdisait d'être solidaire. Ouais. C'est nous qui l'appelions comme ça, c'était pas marqué comme ça dans la loi. Donc on est en puissance des gens qui peuvent aller en prison. Plus, cette attraction. Ben, comme ça, les milliardaires sur Mars, qui partent et qui s'y restent, et puis nous en prison. Bon, comme ça. Derrière, est-ce que quelqu'un veut intervenir? Oui, moi ça va être très court. Je trouve que cette réunion tombe vraiment à point. Par rapport au racisme, je suis un peu partagée. Une chose est sûre, il faut le combattre. Sauf que le racisme, il a été mis dans la tête des gens. Ça ne vient pas à n'importe quel moment historique, mais c'est ce que Bolloré et tous ces autres font, c'est de semer de la peur. Quand Alain Passat évoquait le viol suivi d'un meurtre, c'était fait pour quoi? C'était fait pour faire peur aux gens, pour créer des images chocs. Aujourd'hui, le vocabulaire, les mots qu'on emploie, ou qu'on refuse d'employer, ou sur lesquels on reprend des gens, du style, comme ça a été dit, cassos. Quand quelqu'un nous parle des cassos, il faut peut-être leur dire, mais c'est qui, c'est quoi, de quoi tu parles, de qui tu parles. Parce que si on commence à faire ça, les gens se retrouvent vite tout nus au niveau des mots. Ils se dévoilent. Et finalement, ils arrivent à des positions qui deviennent plus difficilement soutenables quand on est en face à face, quand il n'y a pas une tribune. Et puis, par rapport au fait de lutter et de surtout pas vouloir se résigner par rapport à cette vague, à cette déferlante fascisante, parce que je ne sais pas jusqu'où ça mène, c'est quand même grave ce qui se passe au niveau européen, au niveau de toutes ces... Je veux dire, un génocide qui est commis ici, et les gens ne se mobilisent pas plus que ça, même s'il y a ici et là des tentatives, il y a des petits groupes, c'est toujours les mêmes. C'est comment est-ce qu'on fait pour faire grandir de l'humain dans la tête des gens, qu'on arrête de considérer que l'être humain ne serait qu'une pâte à produire du profit. Et j'ai accueilli avec beaucoup de bienveillance, de reconnaissance, ce qui a été dit par là, et ce que disait Pierre, par rapport à soyons pas joyeux, mais restons combatifs, et que ça parte de la base, que les mouvements politiques, sans parler de partis, mais que les mouvements politiques s'organisent à partir de ce dont les gens ont besoin dans la vie du quotidien, de tous les jours. Et quelquefois, il se passe des choses très belles desquelles on est témoin. Et je pense que c'est peut-être idiot, mais c'est intéressant de dire aux gens « Ah, c'est bien là, ce qui vient de se passer. Ah, mais alors il y a de la solidarité. » De rappeler aux gens que malgré eux, quelquefois, la générosité, l'humain ressort, ça leur échappe. Et je crois que là, il faut aussi le pointer, s'en féliciter, puis essayer de le faire grandir par des actions collectives.
niveau d'un quartier, d'une personne, voilà, l'exemple, et puis de montrer que c'est contre la peur, il y a la joie de se battre ensemble. Oui. Qu'est-ce que vous diriez si nous arrêtions? Attends, t'es devant la caméra. Je vais juste dire une chose avant, si vous plaît, de vous demander de bien vouloir conclure. On s'écoute et on gambère. J'ai une expression un peu favorite, enfin en tous les cas que je retiens, le vieux paysan que je suis. Je trouve que les sentiments de solidarité, d'humanisme, d'égalité, de rejet des différences entre nous, etc., sont toujours dans les têtes, mais elles sont en jachère, comme on mettait et qu'on met toujours les terres en jachère. C'est pour ça que je prône vraiment le débat d'idées comme un moteur d'une reprise, mais il doit être général. Excusez-moi, là c'est la prétention qui déborde partout. Il devrait y avoir des dizaines de milliers partout en France de Ligue des droits de l'homme, de RSF, et si vous permettez d'ateliers, pour qu'on continue à y voir clair. On nous embue l'esprit, et pour un temps, ça marche, mais ça n'éteint pas la bougie. Et la graine. Et la graine attend de pousser. Merci encore pour l'invitation, parce qu'effectivement, il faut débattre, il faut que les idées infusent et puis qu'on sème des petites graines. Donc nous sommes tous là porteurs de graines et qu'on va pouvoir continuer à semer, et que ce soit chez les enfants, que ce soit vis-à-vis de nos voisins, que ce soit partout. Il faut semer la graine. Après, je ne suis pas complètement d'accord avec le fait que il faut quasiment se passer des partis. Pour moi, il faut au contraire... Ah d'accord. Pour la Ligue, c'est vraiment que la société civile, effectivement, prenne part pour peser sur les partis, pour leur dire, là, maintenant, voilà les valeurs que nous voulons porter. Donc ça, il faut qu'on soit effectivement là, on est d'accord. Il faut exiger que les fameuses valeurs, liberté, égalité, fraternité, que ce soit vécu, que ce soit du concret. Mais je pense qu'effectivement, c'est ancré dans la tête des gens, ces valeurs-là. Donc on y va, parce que, ça veut dire qu'on pourra gagner des gens et faire baisser l'abstention dans un sens qui nous est favorable, ou faire changer de camp lorsqu'il s'agit de personnes qui ont cru qu'il fallait aller vers l'extrême droite pour gagner une part de gâteau. Eh bien, allons-y, semons des graines, et puis on sera porteur d'espoir. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie, corrigez si j'ai été pas assez clair. Je ne vois pas à l'échelle historique la non-nécessité des partis politiques, pour être clair. Par contre, je milite de toutes mes forces pour qu'on assiste à une transformation radicale des partis politiques. C'est-à-dire cesser le sommet et venir en bas et encourager tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Paris, Moulins en train. Moulins, Montluçon en voiture. Un petit dîner dont je ne vous dirai pas le menu parce que vous en baveriez de jalousie. Un petit hôtel. Le train demain matin en bus. Vous avez vu le lapsus? Pour aller à Vichy. Et de Vichy en train à Paris, où Nathalie Théiot arrivera à midi moins 3 pour entamer sa réunion à 12h30. Voilà le périple. Et c'est une façon de vous remercier chaleureusement d'avoir fait cet effort. Je pense qu'on peut l'applaudir très très. Et merci à vous qui vous êtes déplacés. Je suis avec un autre, un peu le doyen de cette assemblée. Je vous envie à ne pas appréhender la vieillesse. On continue toujours de rêver. J'aurais réservé, madame, que la salle soit pleine. C'est ainsi. Alors, vous avez des petits papiers ou de quoi écrire. Il y a des figures nouvelles parmi nous et monsieur a bien résumé l'atelier. Les rencontres de l'atelier ne sont pas encore connues. Trouvez un papier, André Thévenot, qui est là, pour avoir des feuilles. Donnez-nous votre adresse mail. On se fera un plaisir de vous inviter. Prochaine rencontre. Et là, il faut que tu m'aides. Il y a 2 projets pour le mois de novembre. Alors, je vais parler de celui d'abord de l'atelier.
nous avons prévu de faire venir un organisme qui s'est créé à Paris autour d'intellectuels dont le thème est construire une alternative contre l'extrême droite. Déjà, vous avez avancé le sujet en le traitant, et nous voulions, vous allez voir pourquoi je mets un i, faire cette rencontre-là. Et la fondation, on dit la fondation. L'Institut de la Poésie, je le dis, voulu par la volonté de l'AFI, a lancé l'édition de son premier livre, dont le titre est Extrême droite, la résistible ascension. L'extrême droite, la résistible ascension. Avec tout un certain nombre d'écrivains connus et compétents. Personnellement, je connais Hugo Paletta. Le sociologue. Comment? Hugo Le Paletta. sociologue Escola. Hugo Paletta. Hugo Baletta. Hugo Baletta. On a la préface. Nous nous interrogeons à l'atelier, nous disons mais comment? À peu de distance, même si nous ne connaissons pas les dates, on va faire 2 rencontres. Pourquoi on n'unirait pas nos forces? Et nous vous proposons que l'atelier soutienne l'initiative de la Boétie quand elle se tiendra. À l'heure actuelle, ils ne le savent pas non plus. Si bien que je n'ai rien à vous annoncer pour le mois de novembre, parce que nous cogitons là-dessus. Par contre, je peux vous parler du 12 décembre. Nous aurons à peu près ça que vous allez retrouver dans mon propos. Le nouveau Front populaire a besoin des citoyens, sinon il échouera. C'est une affirmation. Point d'interrogation. C'est fort comme affirmation. Mais nous voulons... nous avons mal vécu la décrépitude de la NUPES. Nous ne voulons pas que ça recommence. Et à la différence de la NUPES, le nouveau Front populaire a fait naître quelque chose de beaucoup plus fort. Il y a vraiment quelque chose. Il faut dire aux gens, le nouveau Front populaire, c'est vous. C'est vous. Ça explique le propos que j'ai tenu tout à l'heure. Avec Alain Berthaud, qui a beaucoup traité de ces questions, notamment son dernier livre, La démocratie massacrée, et pour lui, démocratie, pouvoir du peuple. Je vous ai donc dit ça. Là-bas, sur la table, il y a 2 modestes petits cartons qui vous tendent la main, pardon, qui ont l'œil sur votre porte-monnaie. Si vous pouvez nous aider, nous vivons que de nos propres moyens. Je regarde si je n'oublie rien du tout. Et c'est l'habitude. Ceux qui veulent adhérer, il y a des papiers aussi. Et ceux qui veulent adhérer, il y a aussi des papiers. Il y a le trésorier. Il y a le trésorier qui est à leur disposition. Laissez-nous l'adresse mail. Très très bonne soirée et revenez à une date X pour une lutte commune contre l'extrême droite et revenez le 12 décembre. Et si je pouvais, je vous recommanderais d'écouter RMB, RJFM et de lire La Montagne. Si vous ne recevez pas nos mails, ils en parlent quand même. Je dois dire, RMB a fait une émission de 10 minutes en direct. C'est bien au niveau de temps, d'intention. Et il y a eu 2 articles dans La Montagne sensationnels. D'ailleurs, j'ai découvert, en vous écoutant parler, qui était à l'origine du titre. Je me disais, mais comment le journaliste, il n'est plus là, je vais en parler, comment il a fait? Le premier titre était « Nous sèmons les graines du changement ». Ça venait de vous, puisque vous avez parlé de semer des graines. Et celui d'hier, en page, chers amis, départemental. Ça veut dire que nous avons traité ce soir d'un problème et il faudra que nous sachions, nous à l'atelier, et venez nous aider, peut-être encore mieux travailler dans les mois à venir. Je vous embrasse tous.